Chers téléspectateurs Tandem, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en très bonne compagnie pour un nouveau grand procès de l'histoire d'Israël avec notre homme de loi, Greg Weitz. Salut Greg. Salut Galit. Comment vas-tu? Très très bien. Alors je suis très contente de l'histoire qu'on va raconter à nos téléspectateurs ce soir parce que moi, elle m'a fascinée. Alors on va parler de meurtre, on va parler de meurtrier surtout. Ce soir, on va parler d'une affaire qui a suscité beaucoup d'émotions dans le pays, qui a eu vraiment un très gros écho médiatique populaire. Je te propose qu'on commence sans plus attendre. On se lance? Allez, c'est parti. Alors, je vous fais un petit pitch. 19 octobre 1974, 9h du matin, un vigile retrouve un corps sans vie, nu, d'une jeune femme, Rachel Heller. Elle est soldate. Son corps présente de nombreux signes de violence, même de grosses violences, fortes violences. L'enquête va être confiée à 3 équipes de police différentes. Elle va piétiner, ils vont pas réussir à avancer dans cette enquête. La pression populaire et médiatique va être très forte sur les équipes de police. La 3e équipe, c'est l'équipe de l'inspecteur Marcus. Alors lui et ses hommes vont s'intéresser à un homme, Amos Baranes, qui avait fait la connaissance de la jeune Rachel Heller à peu près une semaine avant les faits. Et tous les soupçons vont converger et vont se concentrer sur lui. 31 ans, il habite à Akko, Saint-Jean-d'Acre, pas très loin. Et en avril 1975, Amos Baranes va passer aux aveux et va reconnaître avoir assassiné la jeune Rachel Heller. Tout à fait. Mais bon, si c'était aussi simple que ça, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Et oui. Et donc effectivement, il passe aux aveux. Qui passe aux aveux passe au procès. Au procès, il clame son innocence. Il dit qu'en fait, les aveux lui ont été soutirés sous la force après qu'il n'ait pas dormi pendant plusieurs nuits, qu'il n'a pas mangé. Il a été frappé, baffé. Il a été mis dans tous ses états. Et en fin de compte, il a avoué. Mais quelque chose qu'il n'a pas fait. Voilà, quelque chose qu'il n'a pas fait. Et donc, c'est ce qu'il clame dès le début de son procès. Donc, il plaide non coupable. Il plaide non coupable, tout à fait. D'accord. Il clame son innocence et il vient dire « Moi, je veux maintenant vous dire que je n'ai jamais, fait ça et que mes aveux ont été donnés sous la pression. » Et donc, ce qui se passe au début du procès, il y a ce qui s'appelle un procès zouta. C'est un procès dans un procès qui vient traiter, en fait, de la validité de ces aveux-là. D'accord. Et donc, les juges vont utiliser l'expertise d'un expert en polygraphe qui va dire est-ce que Baranes ment ou dit la vérité concernant ce qui s'est passé vraiment durant son interrogatoire. L'expert en question ne va pas beaucoup nous aider parce qu'il va dire je conviens que Baranes ne ment pas, mais il ne dit peut-être pas la vérité non plus, on n'en sait rien. Il ne sert à rien. Mais les juges sont là pour décider. Ils décident que finalement, dans le doute, les aveux ont été donnés comme il faut. Et le procès continue. Sur base de ces aveux-là, il est inculpé, ses arguments de défense ne sont pas reçus, et donc il est condamné à la perpétuité. D'accord. Il fait appel, bien évidemment. Dans le cas de son appel, il arrive à la Cour suprême devant 3 juges, dont un des juges est le juge Chaim Cohen. Les 3 juges aussi, ils ne sont pas vraiment convaincus que ce que dit Baranes est vrai. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas quelqu'un à la base c'est quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment un métier très fixe. Il était un petit peu conducteur de camion pour la mairie, il était un petit peu éducateur, il travaillait un petit peu dans des travaux à droite à gauche. Et donc les juges ne sont pas vraiment convaincus de sa personnalité, ils pensent que c'est vraiment lui qui a tué Rachel Heller, cette soldate. Et donc il confirme la sentence, il confirme la peine donnée en première instance et il est envoyé en prison à perpétuité. À perpétuité. Donc, Baranes, lui, en prison, continue de clamer son innocence, il n'accepte pas son sort et il continue aussi à faire des demandes de révision de son procès, donc des demandes de recours, alors que normalement il les a tous épuisés, ces recours, puisque c'est la Cour suprême qui l'a condamné. C'est à ce moment-là
qu'entre dans ce tableau un inspecteur à la retraite, Ezra Goldberg. Alors Ezra Goldberg s'intéresse à l'affaire, il enquête de son côté et il est convaincu de l'innocence de Baranès. Il est convaincu que Baranès a dit vrai. Il est persuadé que les aveux ont bien été obtenus sous la contrainte et qu'il faut les invalider. Alors, il prétend aussi que pendant la reconstitution du crime, il découvre, en fait, c'est pas qu'il prétend, il découvre que les policiers ne se sont pas comportés aussi comme il faut. Raconte-nous. Alors en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit que durant cette reconstitution, les policiers ont arrêté, ont stoppé la reconstitution plus de 46 fois pour, d'une manière indirecte, on va dire, guider un petit peu Baranès, pour lui donner un petit peu des informations que ceux des policiers pouvaient savoir, et que lui ne savait pas. Il n'avait aucun... Ça peut arriver dans une reconstitution d'être obligé d'arrêter, de reprendre. Peut-être pas 46 fois. Peut-être pas 46 fois. Et donc, Goldberg, qui est un ancien enquêteur, dit que ce n'est pas un nombre d'arrêts qui est logique, ou qui est raisonnable dans ce cas-là. Hormis ça, il a un petit peu enquêté sur la manière dont ces enquêteurs ont interrogé Baranès. Et il est arrivé à la conclusion qu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas Baranès, mais un autre criminel qui sévissait peut-être dans les parages à l'époque. Et donc, il va avec son rapport, avec ses conclusions, chez le juge Chaim Cohen, qui était le même juge... qui a condamné en appel Amos Baranès. Tout à fait, qui lui aussi est parti à la retraite, et il lui dit, écoute, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas maintenant, il faut absolument que tu lises mon rapport et que tu fasses en sorte de libérer Baranès parce que ce n'est pas lui le coupable. Chaim Cohen est convaincu, il est totalement convaincu, et il se tourne vers Baranès pour lui demander de se tourner vers le président de l'État d'Israël et de demander une grâce. Donc il lui conseille d'aller faire des demandes de grâce présidentielle. Tout à fait. Baranès y refuse. Ah bon? Il refuse. Et il se dit, mais il si moi je vais demander une grâce, ça veut dire que j'admets que je suis coupable. Et je ne suis pas coupable. Et donc, l'histoire prend un petit peu forme, et on arrive à une situation où l'histoire de Baranès devient vraiment un vrai écho social, et dans les rues en Israël, on en parle beaucoup, et on commence à enquêter un petit peu sur cet enquêteur Marcus, qui s'avère ne pas être le policier droit blanc et comme éthique neige qui doit être, et on l'accuse en fait d'avoir menti dans son témoignage au procès de Baranès. On l'accuse de ne pas avoir dit la vérité et d'avoir utilisé de la force un petit peu extrême lors de l'interrogatoire de Baranès. Donc ça c'est prouvé. Donc maintenant, on a prouvé que les aveux donc, avaient été reçus sous la contrainte, les aveux de Baranès, et à ce moment-là, Baranès accepte et va faire un recours de grâce, va faire une demande de grâce présidentielle au président de l'époque, Yitzhak Navon. On est en 1983. Tout à fait. Donc à ce moment-là, il quitte la prison au bout de 8 ans et demi en prison. Il est libéré. Et donc, il est libéré. On peut se dire, bon, bah, c'est fini, l'histoire, elle est finie. C'est ça. Et pas du tout. Il pourrait s'en contenter, il ne s'en contente pas. Il prétend dur comme fer que ce n'est pas lui le meurtrier, et il veut que son nom soit blanchi. Pour lui, c'est la chose la plus importante. Et au niveau juridique, durant toutes ces années, il n'arrête pas de faire des demandes donc, de révision. Et la loi à l'époque qui était en vigueur permettait une révision d'un procès dans le cadre de l'existence d'une nouvelle preuve. C'est-à-dire que si Baranès avait amené une nouvelle preuve au tribunal, il aurait pu avoir droit à une révision de procès, mais il n'avait pas de nouvelle preuve. Il n'avait pas un nouvel élément. Preuve. Exactement. En 96. Donc ça, c'est encore 13 ans après sa libération. Exactement. Donc on est 20 ans après le meurtre. La loi change. Ouais. Grâce à lui, pas grâce à lui. Je n'ai pas étudié les débats qu'il y avait à la Knesset à l'époque pour savoir pourquoi cette loi a changé. Et le code du tribunal, en fait, permet dorénavant à une révision, au juge de permettre une révision d'un procès, à condition qu'il y ait une nouvelle preuve ou qu'il y ait des nouveaux faits.
des nouveaux éléments. Peu importe que ce soit des preuves, mais en tout cas des nouvelles informations. Des nouvelles informations, exactement. Et là, donc, en 2002, on a la demande d'un nouveau procès, d'une révision du procès qui est acceptée par la juge Doris Dorner, qui est juge donc à la Cour suprême, alors qu'elle-même n'est pas convaincue de l'innocence de Baranès, mais elle accorde quand même ce procès. Alors, Baranès, lui, donc, il a usé de toutes ces... de tous les recours possibles. Les recours possibles et se tourne vers la défense publique, en fait, la défense générale publique, dont se trouve à la tête un certain David Wiener, qui était mon professeur d'ailleurs à l'université. Il a toute une histoire à part entière, on en parlera, il n'est plus avec nous, c'est une histoire assez folle, mais on en parlera une autre fois. Oui, avec plaisir. Et donc lui, c'est lui qui va mener le combat pour Baranès, c'est lui qui va faire une demande à nouveau de révision de procès. Et comme tu dis, ça va être accepté, non pas parce que la juge Dorner pense que Baranès n'est pas coupable, mais parce qu'elle se dit que dans le doute, il a droit à un nouveau procès. Il a droit à une deuxième chance. C'est pas parce que les enquêteurs l'auraient tabassé que c'est pas lui qui est tué. Et en même temps, comme la loi a changé, ce n'est pas une preuve, mais c'est une information quand on dit que, effectivement, les enquêteurs, l'équipe de l'inspecteur Marcus, n'ont pas eu un comportement complètement orthodoxe et dans ce qu'il fallait. Donc ça, c'est peut-être une nouvelle information qui permet d'ouvrir un nouveau procès. Exactement, tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, à partir du moment où il y a une révision de procès, c'est comme si on recommence tout à zéro. Et là, le bureau du procureur décide de ne pas déposer un nouvel acte d'accusation contre Baranès. C'est-à-dire Pourquoi ? Et c'est parce que je pense qu'ils ont dû être convaincus qu'en fin de compte, au niveau juridique, en sachant que les enquêteurs avaient fait ce qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas vraiment d'éléments pour inculper Baranès et pour prouver que c'est lui le coupable. Tu t'en doutes, je prépare un petit peu les émissions que nous faisons ensemble. Et j'ai lu quelque part que quand ils ont voulu refaire un acte d'accusation, ils se sont rendus compte que des pièces à conviction et des preuves avaient disparu du dossier et donc qu'ils n'avaient plus de dossier suffisamment solide pour présenter un acte d'accusation. Exactement. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il y a des enquêtes, le dossier Baranès, ça fait beaucoup de bruit, et jusqu'à aujourd'hui, il y a même des documentaires qui parlent de ce dossier-là. Et effectivement, aujourd'hui, il y a eu un journaliste qui a enquêté, qui a découvert qu'une des raisons pour lesquelles le procureur n'a pas continué ce dossier-là, n'a pas continué l'inculpation, ou n'a pas recommencé l'inculpation de Baranès, était parce qu'il manquait des pièces qui étaient introuvables. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ces pièces-là. On sait juste que cette décision a été prise par le procureur de ne pas continuer. Et donc, Baranès, de facto il est acquitté. Il est blanchi. Voilà, innocenté complètement. Il est blanchi. Et donc, son nom est blanchi. Et il est libre comme l'air, ça on le sait. Mais il est blanchi surtout. Il est blanchi. Et puis, en 2010, il reçoit quand même un dédommagement. Donc, l'erreur judiciaire, le dédommagement, c'est quand même un aveu d'erreur judiciaire, sinon il n'y aurait pas accordé. Il touche que 5 millions de shekels. Moi, je trouve ça vraiment minable pour toute une vie gâchée. Mais donc voilà, seulement il ne va pas en profiter longtemps parce qu'en 2011, le pauvre, il va passer l'arme à gauche. Exactement. Il va mourir en 2011. En 2013, la ville d'Akko, de Saint-Jean-d'Acre, va ériger une statue même en son honneur. Alors ça, moi, ça me paraît toujours un peu bizarre parce que finalement, on ne saura jamais qui a tué cette jeune fille. Si c'est lui, si c'est pas lui, dans le doute, on lui érige une statue. Voilà. Mais toi, ce procès, cette procédure, cette histoire, ça te pose des questions même par rapport au droit et à la justice aujourd'hui ? Plusieurs choses. D'abord, déjà, la première chose, c'est qu'on voit que les tas se développent en fait. Il y avait une loi et on voit que cette loi n'était pas suffisamment adaptée à une société et elle a été changée et comme d'autres lois changent au fur et à mesure et on voit que c'est bien en fin de compte quand le droit fait en sorte que les lois changent et les procès font en sorte que les lois changent. On en a parlé dans plusieurs émissions avant et on voit qu'en fait le droit évolue et les lois évoluent et c'est déjà une chose qui est importante qu'on ne reste pas un pays qui est c'est pas figé, que ça avance. Mais est-ce que d'après toi, ça avance toujours ? C'est-à-dire, est-ce que
tu connais des exemples, alors vraiment, je pose ça vraiment comme ça, est-ce que tu connais des exemples, par exemple, où on est revenu en arrière, où des lois, finalement, plutôt que d'évoluer avec la société, on dit non, là, peut-être que la société, elle va trop vite pour le... C'est trop libéral par rapport à ce que la loi doit être, à la justice, et non, on va rester quand même un peu ferme. J'ai pas quelque chose en tête là maintenant. Par contre, ce que ta question me fait penser, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il y a un procès qui est à la une des journaux. Ça s'appelle le procès de Roman Zadorov, qui est un procès qui, en fin de compte, quand on y pense, tout le scénario de son histoire à ce Zadorov, dont on va parler en quelques lignes, est exactement le même, ou quasiment le même, que l'histoire de Amos Baranes. Alors, Zadorov, comment son prénom ? Roman Zadorov est un homme d'entretien dans une école, il y a quelques années, je ne sais pas exactement combien d'années, et dans cette école est retrouvée dans les toilettes un jour une petite fille d'une douzaine d'années, je pense, morte, qui est retrouvée donc morte, assassinée dans les toilettes de l'école. Très vite, l'enquête va se tourner vers cet homme d'entretien, Roman Zadorov, qui va être condamné lui aussi, alors je ne sais pas à combien, à perpétuité. Il est condamné, Zadorov ? Aussi, tout à fait. Il est condamné à perpétuité. Pareil, il clame son innocence, il demande, et puis là, il y a eu, en appel, il a été condamné aussi. Et puis récemment, alors je t'avoue que je n'ai pas tellement suivi, je ne sais pas pourquoi, tu vas nous éclairer, mais récemment, il a été remis en liberté conditionnelle, si tu veux, c'est-à-dire que il purge sa peine à la maison. Il n'a pas le droit, il n'est pas libre comme l'air, mais il purge sa peine chez lui. En fait, l'histoire avec Roman, c'est aussi la pression de la rue, comme avec Baranes. La rue voulait trouver un coupable. On avait tué une soldate de 19 ans, il fallait trouver un coupable, la police piétinait, n'arrivait pas à trouver quelqu'un, et finalement, ils se sont rabattus sur Baranes. Ils ont dit, bon, on va le piocher lui, on va le prendre lui, on va le pousser un petit peu à faire des aveux, et c'est ce qui s'est passé. Idéal. C'est le coupable idéal. Et avec Zadorov, malgré que son cas a commencé près de 30 ans plus tard, l'histoire est la même. Le meurtre est terrible, c'est une petite fille qui avait, je crois, Tahir Rada, elle va avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans, je crois. Ouais. C'était vraiment une petite fille, assassinée sauvagement dans les toilettes d'une école. Et on trouve personne, ils trouvent personne, et on arrive à une situation où le public est dit, mais qu'est-ce que fait la police ? Ils vont trouver le nouvel immigrant russe qui ne parle pas un mot d'hébreu, allez hop. Ouais. Et il admet ce qu'il admet aussi, c'est sur base de ses aveux. Ah oui, d'accord, lui aussi fait des aveux. Lui aussi fait des aveux, et sur base de ces aveux-là que toute son histoire commence. Lui, il y avait un peu plus de preuves supplémentaires, on ne va pas rentrer dans ce dossier-là aujourd'hui. On en reparlera mais tout ça pour te dire que lui aussi a fait sa demande de révision, et lui aussi, grâce à ces nouveaux faits, à certaines preuves, à certains faits qui sont venus au fur et à mesure des années, on l'a accepté de le libérer, parce qu'il y a eu une révision de procès. Et donc là maintenant, son procès, contrairement à Baranes, le procureur donc il y a un nouvel acte d'accusation et il va avoir le droit à un nouveau procès. Il est en plein dedans. Il est en plein dedans pour l'instant. Très bien. Alors, aussi, je voulais qu'on revienne rapidement sur, depuis tout à l'heure, on parle, que ce soit dans le procès de Roman Zadorov, que ce soit dans le procès d'Amos Baranes, tu es revenu plusieurs fois sur la pression populaire, la pression médiatique, la pression populaire. Alors, aujourd'hui, Baranes, on parle des années 70, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Instagram. Donc, quand même, tu dis que la pression a été très forte. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de mettre beaucoup de pression sur un gouvernement, sur un homme politique ou sur la police, parce que ça n'arrête pas, on continue, les chaînes d'infos, etc. Mais d'après toi, d'après ce qu'on voit là, le parallèle entre les deux cas, c'est que ça n'a pas beaucoup changé finalement, même avec les réseaux sociaux. Je pense qu'en fin de compte, la pression de la rue est très importante et je pense dans certains cas, ça cause des erreurs, comme avec Baranes et peut-être avec Zadorov, on n'en sait rien. Dans d'autres cas, c'est effectivement une bonne chose de réveiller un petit peu nos dirigeants, que ce soit la police, comme tu dis, le gouvernement ou autre. Mais il faut, ce qui me fait très peur, c'est la
facilité avec laquelle La justice est influencée. et on met une personne qui, du jour au lendemain, on peut lui ruiner sa vie. Ouais. C'est incroyable. Et donc, la deuxième question qui me fait un petit peu penser, que c'est un débat dont on a parlé dans une des émissions, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus moral, on va dire. Avoir un innocent, prendre le risque d'avoir un innocent en prison ou d'avoir un coupable en rue, En liberté. En liberté. Et c'est une question vraiment philosophique, hein, c'est vraiment du C'est philosophique, mais dans le droit. Alors, je connais moins le droit israélien que le droit français, par exemple, mais il y a ce qui s'appelle le bénéfice du doute. Comment ça marche en Israël, le bénéfice du doute? C'est la même chose, c'est-à-dire que pour pouvoir inculper, enfin pour pouvoir rendre coupable une personne, Condamné. Il faut que ce soit au-delà du bénéfice du doute, au-delà du doute raisonnable, ça s'appelle ici. Seulement à ce moment-là, on peut la condamner. Et la question qui va se poser un petit peu, c'est qu'est-ce qui se passe quand dans un procès pénal, il y a 3 juges par exemple, et donc 2 pensent que la personne en question est tout à fait responsable et coupable de ses actes, mais un pense que... A le doute. A le doute. Est-ce que ce doute-là est suffisant pour libérer... Est-ce qu'il doit être supérieur Tout à fait. Même s'il est en minorité, est-ce que ce doute-là doit être suffisant pour pouvoir dire il y en a un sur les 3 qui pense qu'il est peut-être pas coupable? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est des questions très difficiles. Oui, bien sûr, de morale, d'éthique et très philosophique. Et alors, ce que je te propose, c'est qu'on attende la fin du procès en révision de Roman Zadorov pour qu'on puisse voir un petit peu si lui, le bénéfice du doute, lui aura profité cette fois ou pas. Il a passé combien de temps en prison? Si je pense qu'on est déjà à une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Bon, très bien. Écoute, Greg, on arrive à la fin de ce nouveau procès. On se retrouve très bientôt pour un autre procès qui fait l'histoire juridique de ce pays. Toujours avec beaucoup de plaisir de partager cette émission avec toi. Merci beaucoup, tu nous trouves une bonne affaire pour la prochaine. On compte sur toi. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Et Greg, ciao. Ciao, ciao. À très bientôt. Au revoir.